je la remettrais mouillée, tu vois. Bah non, je la mettrais pas gelée non plus. Salut à tous et bienvenue pour cet ultime logbook. On vous parle aujourd'hui depuis chez nous, Paris, avec encore plein d'étoiles dans les yeux. On se devait de vous raconter toute la fin de ce voyage, une fin qui a été haute en couleurs, qui s'est terminée dans un pays magnifique entre deux continents, l'Europe et l'Asie. Il s'agit de la Turquie. Oui, la dernière fois qu'on s'est parlé, on descendait de la montagne, on était avec Alex. Un moment plein d'émotions pour nous. L'itinéraire qu'on a imaginé, il passe par la plupart des massifs montagneux d'Europe du Sud. C'était vraiment un des fils rouges de cette aventure. Entre la montagne du Grand Balkan et la frontière turque, on avait encore quelques dizaines de kilomètres à faire en Bulgarie, dans des zones hyper rurales, assez pauvres aussi. C'est pas vraiment une région touristique, du coup il n'y a pas de sentier. On a eu beaucoup de mal à imaginer un itinéraire qui passait pas par la route. On s'est retrouvé régulièrement à couper à travers champs ou à suivre des petites routes agricoles. C'était pas vraiment la meilleure section de notre traversée de la Bulgarie pour atteindre cette fameuse dernière frontière. On savait que ce serait pas une frontière évidente à traverser. Il fallait qu'on passe par ce gros poste frontière qui nous a un petit peu amené sur la route. On s'est très vite retrouvé à Edirne, une des villes majeures de cette région de la Turquie, Marmara, enfin cette région officielle qui est une grande partie de la région historique de la Thrace, qui englobait une partie de la Grèce, le sud de la Bulgarie et ce petit bras de Turquie qui appartient à un continent européen. On se retrouve donc à Edirne et là, gros changement d'ambiance, à peu près 400 000 habitants, ça fourmille, il y a de tout. On attendait aussi notre prochaine invitée. C'est donc Catherine, ma mère, qui nous a rejoint pour la seconde fois. Bonjour, je m'appelle Catherine, je suis la maman de Marie. Ceux qui suivent de pas vers l'autre vont me reconnaître, j'étais en Grèce avec eux. Vous vous souvenez de notre log cauchemar en famille de ma famille en Grèce a été un petit peu particulière. Ma mère avait très envie de nous rejoindre à nouveau, toute seule cette fois, pour une expérience un petit peu plus de pas vers l'autre, au contact des gens. Comme on était un groupe de 6, j'avais l'impression de toujours être un peu sur la réserve. J'avais envie de faire plus. J'avais envie de me donner à fond, donc je me suis dit, je vais y retourner et je vais faire une autre expérience parce que c'est vraiment l'hiver, on a eu de la neige, donc c'était une autre expérience. En sortant d'Edirne, on se dirige tout de suite vers des plus petits villages, évidemment, histoire de comprendre un petit peu comment ça vit dans cette région de la Turquie. Pour le moment, on suivait de plus ou moins près la frontière bulgare. Ici, on rencontre personne sur les sentiers, mais par contre, dans les villages, quand on rentre dans un café, il y a toujours un accueil très souriant, très chaleureux. Pour autant, on a eu une assez grosse surprise en Turquie. Dès la première journée, c'est 15 personnes qui ont appelé pour signaler notre présence. Les contrôles de police, de gendarmerie, essayer d'arriver à faire comprendre qu'on marche par plaisir, ce qui n'est pas toujours évident dans certains coins. Le policier qui nous a contrôlés nous a conseillé en fait de ne pas nous montrer. Il nous a dit oui, pas de problème, vous pouvez camper, mais personne ne doit vous voir. Alors vous imaginez que c'est pas vraiment le truc qu'on aime entendre. Nous, évidemment, on a envie d'aller à la rencontre des gens, on n'essaye pas de se cacher. On sait que ce problème des migrants prend beaucoup de place dans la tête des gens. On essaye de ne pas se faire polluer négativement. Et on s'est trouvé un petit coin vraiment sympa pour notre premier camp. En haut d'une montagne, vraiment en surplombant le village, on entendait le muezzin qui faisait l'appel à la prière régulièrement. Ça nous mettait vraiment dans l'ambiance. Une nuit assez fraîche et puis on continue notre route le lendemain. On nous a conseillé, en arrivant dans les villages, de chercher le mourtar. C'est la plus haute autorité de ces villages. Et c'est aussi, en l'occurrence, la personne qui est un petit peu garante de l'hospitalité, de l'accueil des voyageurs. Le soir, dans les villages, on arrivait quand même à rencontrer des gens autour d'un thé, voire 2, voire 3, voire plus. Ça fait partie de l'accueil de la Turquie. Le but, c'est d'aller vers les gens, de les rencontrer, de les comprendre, de partager. Dans les petits villages turcs qu'on a croisés, il y a toujours au moins un café et c'est vraiment le premier endroit de socialisation du village. Du coup, c'est toujours là qu'on allait en premier pour essayer de rencontrer les gens, de trouver un endroit où dormir à l'abri quand il pleuvait. Grâce aux quelques mots de turc que j'ai réussi à apprendre, dès qu'on rencontre quelqu'un très agréable, tout de suite le sourire. L'accueil a toujours été très très sympa. C'est pas une région touristique. C'est pas une région spécialement connue pour la randonnée non plus. Du coup, de voir des touristes en plein hiver et à pied, ça a vraiment marqué les esprits à chaque fois.
Après avoir traversé ces villages, on est arrivé dans un endroit exceptionnel, la grotte Dupnica. On arrive à l'entrée et on découvre ce village qui doit grouiller de vie en été, des restos, des balançoires, des stands, personne, tout est fermé, tout commence à se couvrir de neige juste au moment où on arrive. On a la chance de trouver une cabane ouverte, hermétique, toute sèche, toute propre, où on va pouvoir passer la nuit au sec et un petit peu plus au chaud. On trouve l'entrée de la grotte, on commence à visiter avec nos frontales et on découvre des milliers et des milliers de chauves-souris qui sont en train d'hiverner. On n'a pas envie de trop les déranger, donc on reste pas longtemps et on ressort pour aller dans notre petite cabane célébrer le 2e anniversaire de Deux pas vers l'autre. Ouais, 2 ans sur la route. On n'avait pas imaginé que ce serait si long, mais on est ravis d'être ici. Le lendemain matin, au réveil, assez surpris, on voit les 2 gardes qui arrivent. Et après avoir pu discuter un petit peu avec eux autour d'un thé, ils ont décidé de nous ouvrir cette partie principale de la grotte et de l'éclairer. Ça nous a permis de découvrir des formations géologiques vraiment superbes. En prenant de l'altitude, on s'est assez vite retrouvé dans la première vraie galère, ces forêts denses de rhododendrons complètement enneigées, des sentiers introuvables ou inexistants, c'était vraiment très froid, toutes les plantes étaient couvertes de neige. On a passé 2 bonnes heures à trouver notre chemin avec des plantes jusqu'au cou, jusqu'à ce qu'on puisse sortir de là et retrouver des pistes sur lesquelles on a eu aussi pas mal de surprises. Ouais, on n'était pas vraiment tirés d'affaire. Toutes les rivières qu'on croisait, des dizaines et des dizaines de rivières en fait dans la journée, étaient hyper alimentées en eau. Pour les traverser au départ, on faisait super attention, on jetait des pierres, on se créait un chemin, on essayait vraiment de rester au sec et en fait très vite on a constaté que c'était impossible. Parfois avec de l'eau jusqu'au mollet, de l'eau glaciale, je vous le cache pas. On marchait vite, ce qui nous permettait de pas avoir trop froid, mais on était vraiment trempés jusqu'à l'eau. On avait entendu parler d'une race de chiens qui fait partie des races les plus puissantes du monde. Un chien de berger, le Kangal ou le berger d'Anatolie, peut peser jusqu'à 75 kg. Des Kangals sur la route, on en a vu beaucoup, parfois à sauter les enclos, parfois à passer en dessous. On s'est retrouvé avec des Kangals à nos pieds, des situations pas évidentes. On sait qu'une morsure et c'est l'hôpital tout de suite. C'est un chien dont il faut se méfier évidemment. Ce jour-là, ça a été assez difficile pour nous en fin de journée de trouver un endroit plat où on allait pouvoir mettre la tente. Il y avait de la végétation assez dense partout, notamment pas mal de ronces. Et le long de cette rivière, les coteaux étaient vraiment pentus. On s'est retrouvé avec la machette, la nuit tombée, à essayer de trouver le minimum d'espace où on pouvait s'installer. Le lendemain matin, au réveil, la tente était couverte de neige, la condensation à l'intérieur avait complètement gelé. Un moment marquant, c'est quand on s'est réveillé sous la neige. Il a fallu plier toutes nos affaires en enlevant la neige. C'était une sacrée expérience, j'avais jamais fait ça de ma vie. On ne savait pas encore vraiment par où on allait réussir à sortir de cette cuvette. Encore beaucoup de ronces, on a continué à tailler notre chemin à la machette. On savait pas vraiment par où on allait passer, on savait qu'on était très proche de la mer Noire, peut-être 8-10 km. Et pourtant, on a bien galéré pour y arriver. En se rapprochant des côtes, on réalise que c'est quand même assez spécial de se retrouver au niveau 0 en Turquie avec de la neige partout. On se dirigeait en fait vers İnegöl, un endroit très spécial puisqu'il s'agit des plus grandes forêts inondées d'Europe. Découvrir cet endroit en hiver, c'était sûrement très différent. Tous ces arbres complètement gelés, c'était magnifique. Et en arrivant sur cette plage, ça a été vraiment une grosse surprise de voir cet endroit où on était absolument seul. Cette plage immense, aux 3/4 couverte de neige. On se retrouve donc à remonter cette longue plage coincée entre la forêt d'un côté, gorgée d'eau, et la mer de l'autre côté. Entre les deux, l'eau se rejoint et communique par de petits estuaires qu'il nous a fallu traverser. En particulier le dernier. On voyait İnegöl, le village d'Inegöl, juste de l'autre côté. On pouvait presque le toucher, sauf qu'on était séparés par cet estuaire beaucoup plus gros que les autres, beaucoup plus profond. Le deuxième point fort, je veux dire, c'est la traversée du bras de mer avec de l'eau jusque sous la poitrine, de l'eau fraîche parce qu'il devait faire entre 0 et -2 degrés. Mais bon, on savait que très vite on allait pouvoir se sécher en prenant une petite chambre d'hôtel à İnegöl. C'est aussi dans cette charmante petite station balnéaire qu'on a laissé Catherine pour attendre Noé et Julie, nos 2 prochains invités, qui marcheront avec nous jusqu'à notre arrivée à Istanbul. Mais on a encore tellement de choses à vous dire sur ces 10 derniers jours qu'on a passés en Turquie avant d'arriver à Istanbul qu'on coupe cet épisode en 2 et on vous donne rendez-vous pour la suite très vite. Salut!